La moi de 15 ans aurait aimé peut-être avoir une Magla. Je pense que je suis sur Internet la grande sœur que j'aurais voulu avoir. Il suffit de voir les commentaires quand on apparaît sur une vidéo. C'est « Ah, elle est là, c'est qu'un quota, elle sert à rien, on est réduite à notre vagin ». C'est une femme qui est là, alors que c'est non, c'est une créatrice super, elle a un prénom, elle fait ce genre de contenu, elle est merveilleuse. Honnêtement, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire, il y a du chemin, mais il va falloir être très patient et patiente. Il va falloir avoir des épaules, mais c'est mieux qu'il y a 8 ans. Déjà, c'est mieux. Magla, bonjour. Bonjour. Pour démarrer, je voudrais revenir un petit peu sur votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire par exemple où et quand vous êtes né, où vous avez grandi, si vous avez des frères et sœurs, d'où vous venez? Bien sûr, alors il faut remonter un petit peu plus loin. Donc j'ai actuellement 31 ans, bientôt 32. Je suis née dans le 93, mais j'ai grandi dans le 95, qui est très cher à mon cœur. Je m'appelle Barbara principalement, donc pas Magali, parce que tout le monde pense à cause de mon pseudo, et je brise la glace tout de suite. Magla, ça vient de Magala, qui est mon deuxième prénom. J'ai également donc un petit frère de 5 ans de moins. J'ai grandi dans une famille assez aimante, qui a ses problèmes et ses bonnes choses, comme beaucoup de familles. Et il y aura beaucoup de choses à dire, je pense. Quel genre d'enfant vous étiez? J'étais très timide. J'étais une enfant assez introvertie qui se cherchait beaucoup et qui avait déjà beaucoup de mal avec l'autorité. Ça m'a beaucoup suivie plus tard, où j'aimais mon propre cadre à moi. Mais j'étais très curieuse surtout, une grande joueuse de jeux vidéo et autant une aventureuse à faire des cabanes dans les arbres. Donc un petit peu en contradiction avec le besoin et l'envie d'avoir des amis, mais la peur et la grande timidité que j'ai battue mais 20 ans plus tard. Et justement, sur les jeux vidéo, comment vous en êtes venu à jouer aux jeux vidéo? Parce que parfois, ça peut être par un grand frère ou une grande sœur. Vous, en l'occurrence, par qui vous êtes venu cet amour du jeu vidéo? Alors, j'ai eu une enfance très atypique. J'ai la chance d'avoir des parents qui étaient très amènes avec la technologie. Moi, j'ai grandi avec, pas les toutes premières consoles, mais quand même avec un avènement de l'ordinateur et d'Internet. Ce qui fait que mon père était heureux comme jamais d'avoir un ordinateur à la maison et de nous apporter les jeux. Je me rappelle des Hadibou, des micro-machines sur les premières consoles. Donc moi, j'ai grandi avec un ordinateur dans mes plus vieux souvenirs et une console, une PS1, puis GameCube, Xbox. Donc mes parents jouaient sur deux tableaux différents. Ma mère était très horreur énigme et mon père aimait bien tout ce qu'on appelle les MMORPG, qui sont donc des jeux en ligne, souvent avec de l'heroic fantasy, donc ce qu'on appelle du jeu de rôle, qui faisait aussi beaucoup de jeux en première personne, de FPS, donc des jeux de tir. Donc mon père adorait ça et il m'a transmis cette passion. Pour la petite anecdote également, mon papa me faisait ce qu'on appelle farmer. Donc je devais récupérer des objets, des items dans le jeu et il me payait avec de l'argent virtuel dedans. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais ça ne m'a pas dérangée et je me suis rendu compte plus tard que je me faisais beaucoup arnaquer en comprenant le cours de l'argent dans les jeux. Mais je faisais ça de mes journées et en fait j'étais une très bonne élève également. C'est vrai que j'aurais peut-être pu le dire. J'étais une très bonne élève. J'adorais étudier, mais j'adorais jouer aussi aux jeux vidéo. Donc tant que j'avais des bonnes notes, je pouvais jouer avec mes parents. Qu'est-ce qu'ils faisaient vos parents d'ailleurs? Mon papa, du coup, était expert comptable et ma maman était maman au foyer après avoir pas mal travaillé avant. Et juste pour avoir une idée, quand les jeux sur lesquels on vous faisait farmer, par exemple, on parle de World of Warcraft, par exemple? Pas du tout, j'étais chez son concurrent. Alors peut-être que des gens connaissent ce qui s'appelait EverQuest. J'avais également un autre jeu, alors là c'est très niche, je ne parle qu'aux connaisseurs, Rhizome, qui était excellentissime, j'ai que des bons souvenirs dessus. Et ça a quand même pas mal aidé ma timidité. C'était un peu mon petit monde parallèle à moi, où j'avais pas besoin de voir les gens et de me présenter en physique. En fait, j'étais acceptée qui que je sois. Donc c'était très bien. En quelle année vous avez démarré le streaming? Oh waouh, vous demandez ça à quelqu'un qui a une très mauvaise notion du temps, c'est terrible. Je crois que c'est 2017, si je dis pas de bêtises. C'est il y a environ 8-9 ans. Et comment vous en êtes arrivé au streaming? C'est vraiment un peu un hasard. Moi, je connaissais pas trop le streaming, je connaissais plus YouTube à l'époque. Et j'avais un ami qui avait ce qu'on appelait une web TV. C'était vraiment les débuts de Twitch, qui était avant Justin TV, mais il n'y avait pas non plus, c'était très niche. C'était pas le Twitch qu'on connaît d'aujourd'hui. Et en gros, la web TV, pour expliquer un petit peu, c'est une chaîne où plein de streamers très différents viennent pour avoir des créneaux. Par exemple, 14-15 heures, ça va être un tel, 15-16 heures, on se relaye. Et donc, il m'a dit, bah, tiens, tu devrais tester, ça pourrait être sympathique. J'avais déjà entendu parler du streaming par une ancienne boîte qui s'appelait Eclipsia à l'époque, où j'avais postulé pour mon stage de fin d'études. Il m'avait dit non. Et bien maintenant, du coup, je suis dans le streaming.
Et du coup, j'ai testé sur cette Web TV. Ça m'a plu. Je me suis rendu compte que c'était génial. C'était un endroit où je pouvais partager mes passions autant que les gens dedans. Et j'ai adoré. Je pouvais jouer aux jeux vidéo. Et du coup, je faisais ça en parallèle de mes études et de mon travail. Et ensuite, j'ai lancé ma propre chaîne à moi quelques mois plus tard. Et justement, quel type d'études vous avez fait et vous aviez commencé à travailler avant de passer sur le streaming? J'ai un parcours très atypique. J'ai testé plein de choses et j'ai toujours tendance à dire qu'il n'y a pas d'échec où on ne se trompe pas en fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et l'échec peut être transformé pour en faire quelque chose d'autre. J'ai passé un bac en candidat libre après quelques petites périodes mouvementées de ma vie personnelle. À la base, j'étais en scientifique, mais j'ai toujours voulu faire j'ai toujours voulu faire le bac L, parce que j'adore ça. Donc je l'ai passé en candidat libre, je travaillais à côté, vers mes 17 ans, 18 ans. Je suis partie de chez moi et en fait, je ne savais pas trop ce que je voulais. Je n'avais pas testé, je n'avais pas découvert de métier. Donc j'ai travaillé 1 an et demi, 2 ans, j'ai fait plein de petits jobs très différents. Je me suis stabilisée chez Micromania, où c'était génial. Je me suis éclatée. Et au final, j'ai repris 6 mois en droit parce que je voulais être, comment on appelle ça ? Je voulais être profiler. Je suis très passionnée du true crime et de la psychologie, et notamment des tueurs en série. Ça peut être très particulier, mais je trouve ça très intéressant. Et au final, en fait, en France, c'était compliqué comme filière à l'époque. Aujourd'hui, beaucoup moins. Et je ne me voyais pas faire 5 ans de droit pour arriver là où je voulais être. J'aimais pas le droit. Donc je suis partie en économie-gestion en milieu d'année. J'ai rattrapé les 2 semestres, j'ai passé ma première année et en fait j'ai adoré la gestion, le marketing, la communication. Et du coup, j'ai fait ces 3 ans-là. Après, j'ai tenté d'autres études pour tester, je n'ai pas aimé. Et ma carrière de streaming a décollé à ce moment-là en parallèle. Donc je me suis dit, autant tester 2-3 mois. Et là, ça fait 8 ans. Et justement, pour bien avoir la chronologie, à quel moment le streaming est devenu votre activité principale? Alors, c'est 1 an à peu près après avoir fini ma licence d'éco-gestion. J'avais testé une école d'informatique où je n'avais pas trop aimé. J'ai tenté un master, je n'ai pas trop aimé. J'ai cherché un petit boulot en attendant en me disant je fais 1 an de césure, 1 année de césure. Et au final, le streaming commençait à fonctionner un petit peu. J'ai eu peur de me lancer parce que c'est toujours effrayant et surtout à l'époque, je dirais pas que c'est pas un métier, mais c'est pas un métier qui était très reconnu, on connaissait pas le futur. Même encore aujourd'hui, le futur, on le connaît pas tant. Et du coup, je me suis dit, je teste 2 mois, j'ai de l'argent de côté parce que ça, c'est important. Je voulais pas me jeter corps et âme dedans. Et au final, les 2 mois sont devenus 8 ans. Aujourd'hui, vous avez d'autres activités en dehors du streaming. On va y revenir en détail, mais est-ce que déjà vous pouvez me détailler un peu les différents concepts aujourd'hui qu'on peut retrouver sur vos différentes plateformes? Donc il y a le streaming, ce qui vous a fait connaître. D'ailleurs, peut-être vous pouvez expliquer en quelques mots ce que vous faites quand vous êtes sur Twitch. Et puis ensuite, nous détailler peut-être les autres concepts que vous avez. Bien sûr. Alors moi, j'ai commencé en stream. Donc je me filmais dans ma chambre, dans mon petit studio, le lit derrière, un petit peu à l'arrache. Et c'est ce que j'aimais dans le streaming et ce que j'aime toujours autant. Je faisais du jeu vidéo, beaucoup, et énormément de ce qu'on appelle de la discussion ou du just chatting. C'est-à-dire que juste je passe un moment et on discute, on rigole, on débat. Ça peut être autant futile que des conversations très deep. Et je suis très bavarde, donc j'adore parler, donc c'était parfait pour moi. Je faisais beaucoup de jeux d'horreur. Et en fait, mon contenu a beaucoup évolué au fur et à mesure des années parce que je grandis. Et c'est ce que j'aime avec le streaming. On est très authentique pendant parce que c'est des heures et des heures de direct, donc compliqué de ne pas être soi-même. Et en grandissant, j'ai grandi avec les viewers et je suis devenue plus moi. Et j'ai pu aussi plus m'affirmer. Et donc maintenant, je fais autant du jeu vidéo que ce qu'on appelle de la réaction. Donc je réagis à des émissions parfois et ça permet d'avoir des bonnes morales, de parler avec les gens, d'avoir un support justement de discussion. Encore de la discussion. Et aussi ce qu'on appelle du lifestyle. Donc je partage aussi une passion que j'ai depuis petite, plus adolescente, le maquillage, la beauté, la mode. Et on vulgarise un petit peu tout ça avec tout le monde. Et du coup, ça, c'est sur Twitch, qui est donc une de mes branches maintenant. Et il y a 3 ans, j'ai eu envie de faire d'autres choses, j'ai eu d'autres volontés. YouTube, ça m'a toujours plu. Et c'est ce qu'on va appeler un contenu froid. Donc c'est un contenu qu'on va monter avec du montage, on va créer des prods en amont, etc. Et j'avais envie de faire ce que je ne fais pas sur Twitch. D'avoir plus de créativité et d'être un petit peu plus chef d'entreprise. Et du coup, je crée des concepts, j'adore ça. J'écris, je crée, je brainstorm, on a une direction artistique et j'ai créé plusieurs concepts dont Jure c'est à toi, Dress to Impress en vrai, donc c'est mon concept préféré actuellement. On fait de la mode, etc. J'ai 2 podcasts, un qui s'appelle Sip and Gossip où on lit des anecdotes anonymes de personnes. C'est également un support pour avoir des bonnes morales, c'est chouette, autour d'une tasse de thé. Et Flip and Go Sleep, qui est donc son inverse, en version horreur, parce que j'adore toujours autant l'horreur, pardon. Qu'est-ce que j'ai d'autre de beau? On a fait plein de petits concepts très différents, on réalise les rêves de gens, parce que je trouve que c'est important, de donner aux gens ce que moi je peux avoir.
Et là, on en a plein d'autres qui arrivent. Il y a un point qui est intéressant dans votre carrière, c'est que vous naviguez entre des contenus qui sont habituellement perçus comme étant peut-être le précaré de créateurs masculins. Je pense par exemple aux jeux vidéo, par exemple, ou dans une certaine mesure l'horreur. Mais d'un autre côté, vous faites des contenus comme Sip and Gossip, Dress to Impress. On va y revenir aussi, mais vous avez défilé pour L'Oréal. Est-ce que c'est une volonté de votre part d'aller un peu picorer un peu partout dans tous les domaines, ou est-ce que c'est un peu arrivé par hasard? Alors, je dirais pas que c'est un hasard parce que c'est ma personnalité. J'aime pas les cases, je déteste les étiquettes. J'aime autant pouvoir faire énormément de sport comme prendre soin de moi. Et je pense qu'il y a un moment, il faut qu'on soit capable de dépasser les clichés. Depuis petite, je joue à des jeux vidéo et pourtant, j'aime prendre soin de moi. Et je trouve que surtout dans les années 2000, et il y a encore des clichés qui ont la dent dure aujourd'hui, on a tendance à se dire une fille aime le rose, les poupées, elle peut pas jouer au foot, elle peut pas faire les jeux vidéo, c'est aux garçons. Je déteste ça. Et je vois pas l'intérêt parce que c'est faux en fait, ça représente pas la population en général. Du coup, c'est pas une volonté, bien que j'ai envie que les gens se rendent compte qu'un garçon peut venir sur Sip and Gossip en fait. Il n'y a rien de particulier, c'est pas bizarre ou quoi que ce soit, comme une fille peut venir et viens on va faire du foot, viens on va jouer aux jeux vidéo. Donc c'est une volonté oui et non, c'est juste moi. Et en fait, je pense que mon contenu est une extension de chacune de mes facettes de personnalité. Et pendant très longtemps sur Twitch, et c'est pour ça que c'est très intéressant comme question parce que pendant très longtemps je me suis cachée. Parce qu'en tant que femme, c'était très compliqué au début. Moi, quand je revenais de mon alternance, j'étais maquillée, j'étais en petite tenue mimi de ma journée et je me posais pas la question. Et je me prenais des insultes parce que j'avais du rouge à lèvres, parce qu'on voyait un petit peu trop mes bras, mon décolleté. Et j'avais pas les épaules à ce moment-là, donc je me suis habillée large, je me suis bien moins maquillée. Et je me suis dit, on verra plus tard, je suis pas capable actuellement de prendre ça et j'ai pas envie de me battre contre ça. Donc j'ai toujours eu des discours très féministes parce que j'ai envie d'exister quand même. Mais au début, je me cachais. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, c'est moi et ils vont l'accepter et tant pis. Et en fait, si je fais pas ça, comment est-ce qu'on va commencer à casser des clichés? Comment est-ce qu'on peut avancer? Et donc, ça me dérange pas d'avoir les épaules, de tanker, de prendre ce genre de retour, parce qu'en fait, il faut qu'on fasse bouger les choses. C'est intéressant. Vous avez le sentiment aujourd'hui d'incarner quelque chose, de représenter quelque chose pour vos viewers, par exemple, peut-être d'avoir un rôle, alors j'aime pas forcément le thème, mais un rôle modèle peut-être? Je pense qu'en tant que femme sur Internet, on est de toute façon obligatoirement politisé, parce qu'on existe en tant que femme. Et qu'on fait partie d'une minorité qui se fait discriminer. Donc c'est compliqué. Et je pense que toutes les femmes qui sont sur Internet là actuellement représentent quelque chose et un combat. Et même sans qu'elles le veuillent, parce qu'elles existent en tant que femmes et elles occupent la place. Et ça, c'est important en tant que femme d'occuper la place et de montrer on est là. Si tu es une femme et que tu as envie de t'habiller type masculin, fais-le. Et tu as complètement le droit. Tout comme tu as le droit de t'habiller comme tu veux, en décolleté ou quoi que ce soit. Donc je pense que oui, en tant que femme, je représente quelque chose qui peut être un modèle. Et comme toutes les femmes qui peuvent occuper cette place-là. Et c'est notre rôle justement de se soutenir pour montrer aux jeunes filles, aux femmes ou même aux garçons, de leur apprendre que en tant que femme, on doit être respecté, on occupe cette place-là, tout comme un homme va l'occuper. Est-ce que vous avez une idée de qui sont les gens qui vous regardent? Parce que je sais qu'avec YouTube, on peut avoir des stats sur si c'est des hommes, des femmes, les tranches d'âge, etc. Est-ce que vous avez une idée du viewer moyen de la chaîne de Magla? De la chaîne Twitch ou en général? En général. Alors, je regarde de temps en temps parce que j'aime bien. Au début de ma carrière, c'était très masculin parce que je venais de Twitch et du jeu vidéo, du coup. Et c'était une plateforme qui était très masculine. Aujourd'hui, elle se féminise un petit peu plus avec du grand public. Je crois qu'on est presque à un 40%. En fait, ça dépend parce que je regarde sur Instagram, etc. Mais je crois que sur YouTube, c'est presque 50% de chacun. Et au début, j'avais que des mecs. Donc, je suis un peu contente parce que moi, j'aime bien le fait de pouvoir parler à tout le monde tant que les gens sont safe. Et du coup, je crois que j'ai de plus en plus de jeunes filles et de femmes qui me suivent. Donc, je dirais peut-être un 50-50. Sip and Gossip amène une population très féminine et mon Instagram aussi, pour le coup. Vous participez à la 3e et a priori dernière édition du GP Explorer. Vous aviez déjà participé à l'édition précédente. Comment ça se passe la préparation d'une course de F4 quand on est créatrice de contenu? Oh waouh! Déjà, c'est une opportunité de fou. Si on m'avait dit un jour que j'allais piloter une F4, je ne l'aurais pas cru. Je ne m'intéressais pas tant à ce sport-là avant, c'est pas quelque chose qui est très accessible. Et pour le coup, Lucas le rend accessible et le vulgarise, donc Lucas et Squeezie. Et il le vulgarise beaucoup et c'est très chouette. Alors, en gros, nous, on a été prévenus en début d'année, donc la course a lieu en octobre, donc là où on tourne dans une semaine déjà. Et on a quelques sessions d'entraînement, donc on a beaucoup de théorie parce que c'est quelque chose qui est quand même très physique
pour comprendre la gravité de la voiture, qui est très brute pour le coup. Donc on a pas mal de cours. Et ensuite, on va dedans et puis on apprend. On a des ingénieurs qui nous suivent à chaque session de roulage. Donc on a 3 jours environ en général qui sont disséminés par-ci par-là donc depuis le début d'année. Matin, on en fait 2 sessions de 30 minutes, l'après-midi 3 sessions. Et donc en fait, on se relaye par groupe. Et une fois qu'on a fini de rouler, on a l'ingénieur qui va avoir toutes les datas, qui va avoir nos on-board, donc pour voir comment ça s'est passé, qui nous donne les informations. Et puis rouler. Et jusqu'au GP où du coup là, c'est la vraie course. Et quand on est donc créatrice de contenu, est-ce que ça aussi a... Donc il y a tout l'aspect course, forcément, qui est assez excitant, j'imagine, pour vous. Mais est-ce qu'il y a aussi un côté... parce que vous créez aussi du contenu autour de cet événement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel type de contenu vous créez et qu'est-ce que finalement vous en retirez? Bien sûr. Du coup, moi j'ai fait le 2 et le 3. Et donc les deux sont très différents pour moi. Parce que mon contenu a évolué et moi aussi. Donc c'est chouette de voir la différence. Sur le 2, je créais beaucoup plus juste des vlogs sur YouTube parce que je commençais à découvrir un peu plus la plateforme. Aujourd'hui, du coup, j'occupe un petit peu plus d'espace. Je fais des reels où j'essaye de montrer un petit peu ce qu'on peut faire, suivre des trends aussi parce que c'est rigolo. Et je fais des vlogs pour suivre toute l'aventure. Et là, j'en fais après chaque session. Là où sur le 2, j'en faisais un qui récapitule un petit peu plus en mode plus documentaire. Et là, donc, on va suivre surtout des moments off, des moments entre nous, des moments de roulage pour suivre la progression. Et du coup, les gens ont eu 3-4 vlogs déjà quand j'ai repris et jusqu'à la course. Et après la course, ce sera le dernier vlog dessus où on va tout suivre, on va suivre les copains. On a une ambiance très colonie de vacances qui est très chouette. Entre créateurs, on se connaît tous plus ou moins. Et on a évidemment tous des affinités plus ou moins avec les autres. C'est une grande cour de récré en vrai. Donc c'est chouette d'avoir des vlogs comme ça parce que c'est rare qu'on puisse tous aussi se réunir. Des fois, c'est sur les projets, mais avoir des moments de vie comme ça. Et en plus, on est tous sur on va dire un objectif commun, parce que même si on veut être les premiers sur la course, on est content quand les copains y arrivent aussi. Donc c'est surtout les vlogs qui vont tout récapituler. C'est vrai que c'est intéressant parce que vous parlez de colonies de vacances. C'est un peu un des clichés qu'on a parfois et la question se pose, est-ce que vraiment tous les créateurs de contenu s'entendent bien? Est-ce que tout le monde est vraiment copain ou c'est plutôt une question d'affinité et qu'en fait il y a aussi des relations de travail dans tout ça? Prenez YouTube comme un grand open space. Et en fait, oui, on s'amuse. C'est un métier qui est très zone floue parce qu'on s'amuse. Moi, oui, je travaille, mais je suis toujours reconnaissante de ce que j'ai. J'ai une chance inouïe d'être là où je suis. Je m'éclate. J'aurais jamais pensé m'éclater autant dans mon travail un jour. Donc, on a aussi cette ambivalence de dire « Ah, mais je m'éclate. Est-ce que c'est mes amis? Est-ce que c'est des collègues ?» La limite est très floue. Mais je dirais que c'est comme un grand open space où on est tous des gamins qui s'éclatent. Il y a des gens avec qui il y a des affinités, d'autres non. Et c'est la vie, et c'est pas grave, c'est les relations sociales. Et les relations sociales sont un grand spectre très compliqué, encore plus quand parfois malheureusement, oui, il y a la fame, il y a l'argent, il y a plein de choses. Donc on va dire que non, on s'entend pas avec tout le monde. Après, personnellement, des personnes que je déteste, des personnes que je hais plus que tout. Enfin, des fois, j'ai pas l'affinité, donc on va moins faire de choses ensemble. Il y a des gens que j'aime d'un amour infini et que j'ai rencontrés avec ce métier-là, je les adore. Donc non, je pense que c'est comme toute relation. C'est pareil. Pour revenir sur le GP, est-ce qu'il y a aussi un peu d'appréhension à participer à un événement comme ça, la peur de l'accident par exemple? Oui et non, dans le sens où on est très sécurisé pour le coup et on est très rassuré aussi en amont. On peut poser toutes nos questions, etc. La Formule 4 aujourd'hui, évidemment le risque zéro n'existe pas, mais vous avez les arceaux, on fait attention, on a énormément de règles de sécurité, nous, entre nous, qu'on travaille pendant 6 à 9 mois. Et même si on fait les bébêtes en dehors des roulages, on reste très sécuritaire, on fait très attention. Par exemple, si on veut dépasser quelqu'un, il faut attendre un drapeau bleu. On ne va pas s'amuser à foncer et à faire n'importe quoi. Et surtout, on a ce qu'on appelle la direction de course qui surveille chaque fait et geste. Si vous êtes curé le nez dans la voiture, ils le voient. Donc, ils voient tout et ils appellent. Si quelqu'un a fait une bêtise, ils appellent en mode attention, cette personne a fait ça, faut le remettre à l'ordre. Donc, j'ai pas peur parce que je sais que je suis en sécurité. On a Pierre, par exemple, qui est notre entraîneur, qui nous rassure beaucoup, qui nous apprend beaucoup et on est sérieux. Donc, on fait attention et il n'y a pas de stress par rapport à ça. En tant que créatrice de contenu, il y a aussi un truc qui a changé par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a vu l'année dernière, il y a eu un accrochage entre un créateur et une créatrice qui malheureusement a généré derrière une vague de cyberharcèlement. Aujourd'hui, vous avez un peu d'appréhension que ce genre de choses puisse vous arriver s'il se passait quelque chose sur la piste? Il y a toujours une petite appréhension, c'est normal, mais je pense pas. Comme j'ai dit juste avant, on fait assez attention et on n'est pas maître de ce que la population, enfin, on n'est pas maître de ce que la communauté va faire. Et en fait, une fois que mon image va être sur Internet, malheureusement, en tant que femme, je sais qu'elle ne m'appartient plus.
Donc c'est plus un travail de moi avec moi-même, de me dire bon bah si je prends un cyberharcèlement, ça va être dur, je vais être entourée, je vais avoir mes amis. Je sais que on va essayer de faire en sorte que non, mais c'est pas de mon fait et c'est pas moi la fautive ni quoi que ce soit. Donc on va croiser les doigts que non. Malheureusement, j'en prends déjà au quotidien et on va juste espérer qu'il n'y ait pas une petite pierre en plus. Et justement, et c'est intéressant ce que vous dites, est-ce que vous avez le sentiment qu'en tant que créatrice, vous avez moins le droit à l'erreur finalement que vos homologues masculins? Bah, bien sûr, je le vois. C'est toujours compliqué, on se sent souvent très challengée en tant que femme, d'être toujours la plus drôle, celle qui prend le plus l'espace. Il y a aussi vachement ce truc que je déteste il peut y avoir qu'une seule femme, qui va la remplacer, qui sera la femme la plus drôle dans un contenu, alors qu'en fait on ne pose pas ces questions-là aux créateurs. Ils existent tous ensemble et ils ont une fraternité, tout comme nous, on doit avoir une sororité, c'est super important. Et donc oui, il y a cette sensation de qu'est-ce que je dois faire de plus pour mériter ma place. Je déteste ça. J'ai pas envie de devoir faire plus pour mériter ma place. Moi, je fais mon contenu, je m'éclate, je partage ma passion. J'ai pas besoin de prouver quoi que ce soit à quiconque. Je me le prouve déjà à moi, je suis déjà assez chanceuse d'être là où je suis. Donc oui, il y a cette sensation de on doit faire toujours plus. Et ça, c'est un petit peu compliqué. Pour le coup, j'ai eu beaucoup plus de mal avec ça au début de ma carrière, où ça m'arrivait parfois sur des émissions de faire une blague, elle n'est pas écoutée parce que ma voix est un petit peu fluette. Mais un homme va la reprendre, il va la faire et tout le monde rigole à sa blague. Et ça, c'est très bizarre à vivre. J'avais également le fait de... Je parlais pas assez sur une émission, j'ai vu les commentaires et je les lisais beaucoup avant les commentaires. Je me disais, mince, il faut que je parle plus sur la prochaine. Je parle plus, oh, elle parle trop. Et du coup, en fait, j'ai eu un déclic à partir de ça, où je me suis dit, donc quoi que je fasse, c'est pas OK pour les gens. Il y aura toujours quelqu'un qui va vous dire quelque chose. Et je pense que si des jeunes filles, par exemple, regardent, ou même des femmes regardent, vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit pour prouver votre valeur. Vous êtes là où vous êtes, vous méritez votre place. Et si des gens ne sont pas d'accord avec ça, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Surtout dans des métiers de divertissement. Et ça, je pense que c'est important de se dire, et j'aime bien ce terme de occuper l'espace. On occupe l'espace de la façon dont on veut l'occuper. Et il n'y a pas à remettre ça en question. Vous avez l'impression que les choses s'améliorent de ce point de vue-là? Oui et non. J'ai envie d'être optimiste. Je vois par rapport à il y a 8 ans à quel point c'est différent et on est beaucoup plus accepté et il y a beaucoup plus de gens qui sont au courant de ce qui se passe. J'avais fait des tweets sur le deepfake, il y a des femmes qui ont également libéré la parole et ça c'est important de le faire, d'être écoutée, de libérer la parole et d'avoir ses oreilles et qu'on nous relaye. Il y a toujours des choses à faire, malheureusement, parce que je le vois, des fois il y a des vagues. Souvent, ça coïncide des fois avec les vacances, des fois, ça coïncide juste avec des périodes, on ne sait pas pourquoi. C'est encore compliqué. Honnêtement, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire. Il y a du chemin, mais il va falloir être très patient et patiente. Il va falloir avoir des épaules. Mais c'est mieux qu'il y a 8 ans. Déjà, c'est mieux. Alors justement, vous l'évoquez, il y a le fait de prendre la parole qui est hyper important. Vous-même, vous avez pris la parole en 2022, ce qui avait provoqué un peu une libération de la parole de la part de certaines de vos collègues streameuses et créatrices de contenu. Est-ce que c'était important pour vous d'en parler? Vous le faites aussi aujourd'hui. Est-ce que c'est important pour vous de prendre la parole sur ces sujets-là? Oui, mais je pense qu'on ne doit pas forcer les femmes à le faire. Je pense qu'elles ont complètement le droit et le devoir, si elles ne veulent pas en parler, elles n'en parlent pas. Parce qu'elles vivent déjà des choses très compliquées, surtout sur ces sujets-là. Moi, j'aime le faire parce que je suis là depuis un moment et en fait, ça me pesait énormément. Donc moi, c'était le tweet sur les deepfakes, tout ce qu'on vivait sur Reddit, etc. Et en fait, je le gardais en moi et je m'étais rendu compte que j'avais une colère qui restait et une injustice. Et j'ai beaucoup de mal avec l'injustice. Et quand j'ai découvert ces sites-là, j'ai pas dormi pendant des semaines et j'ai rien dit parce que j'avais honte. Et la honte ne doit pas être de mon côté. Mais quand on vous fait des montages où vous êtes nus avec des scènes pornographiques, où vous trouvez de la semence sur des photos, on vous l'envoie, bah, c'est bizarre, mais vous avez honte parce qu'en fait, ça porte atteinte à votre intimité, même si c'est sur Internet. Et vous n'avez pas envie d'en parler parce que vous dites, mais si j'en parle, parce qu'on vous le dit beaucoup, ça, et ça pour moi, c'est pas une bonne chose. On vous dit, oui, non, parle pas, ça va juste donner envie à en faire plus, ça sert à rien, il faut ignorer. Et là-dessus, je suis pas d'accord, il faut pas ignorer parce qu'en fait, on vit des choses qui sont compliquées. Ignorer, c'est juste encore nous empêcher de parler et c'est bloquer notre parole. Si une femme a envie de parler, elle parle parce qu'elle vit des choses compliquées et c'est pas elle le problème. Mais du coup, on nous apprend à le faire. Donc aujourd'hui, je pense que oui, en tant que Magla, moi, je veux parler. Je le fais pas tout le temps parce que ça me pèse aussi beaucoup et c'est dur de parler tout le temps. C'est pas des sujets qui sont faciles non plus. Mais quand j'ai envie de le faire, je le fais. Et si ça a pu aider et si ça peut aider, c'est tant mieux. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne savaient pas ce qu'on vivait parce qu'on n'en parlait pas. Et on était énormément de streameuses à s'envoyer les pages de ces sites, par exemple. Et on le vivait tout en silence. Je pense qu'aujourd'hui,
on doit parler en fait. Et même au-delà de ça, vous-même, vous êtes, je trouve pas le bon mot, mais vous êtes défendu puisque vous avez porté plainte, il y a eu une condamnation. Je crois, parce que vous l'avez dit publiquement, je crois que vous avez déposé une nouvelle plainte contre un nouveau harceleur. C'est important aussi pour vous comme ça de déposer plainte, de montrer que c'est pas OK. Oui, c'est important. Et encore, j'ai envie de dire, j'ai eu de la chance. Déjà, j'ai la chance d'être une créatrice, une personne connue. Et comme vous dites, en fait, ma plainte a été découverte par hasard. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais en gros, c'est en parlant en live un jour. Moi, je vivais ça depuis déjà des mois et des mois. J'avais déjà porté plainte, ce qui avait été refusé. Déjà, sachez qu'on n'a pas le droit de vous refuser des plaintes. C'est important de le dire parce qu'on n'est pas forcément au courant. Du coup, ça m'avait bloquée parce que déjà, aller à la police, c'est dur pour reparler et ressasser des choses qu'on vit. Moi, je vivais donc ce stalker érotomane. Et en parlant en live, j'ai une magistrate qui est tombée dessus et qui voulait déjà le faire condamner. Donc, elle m'avait contactée. Enfin, c'est vraiment un concours de circonstances. Donc, je tiens à dire c'est important. J'ai eu de la chance. Parce que je suis connue, j'ai aussi les moyens de me défendre, peut-être d'avoir une sécurité, tout le monde ne l'a pas. Donc c'est encore plus important d'écouter les victimes, et même celles qui ne sont pas créatrices, parce qu'on vit toutes des choses qui sont très difficiles. Moi j'ai une voix et j'ai une parole, j'ai une communauté qui me permet de la relayer. Mais c'est pas parce que je suis créatrice, mais parce que je suis une femme. Donc c'est important de porter plainte. Et c'est important de soutenir les personnes qui vont porter plainte, parce que c'est difficile comme processus. Et on n'est pas forcément toujours écouté. Et moi j'ai deux plaintes là que j'ai posées qui ne sont pas écoutées, par exemple. C'est compliqué, mais il faut le faire si on peut le faire. Ça veut dire quoi qu'ils ne sont pas écoutés? Dans quel sens? Les deux plaintes? Mes plaintes ne sont pas écoutées parce que j'ai porté plainte et je n'ai pas eu de retour par rapport à ça. En fait, parfois, souvent, malheureusement, moi j'ai beaucoup d'amis qui sont comme ça, qui vont porter plainte contre des stalkers, des érotomanes, de la haine en ligne aussi, qui est aujourd'hui condamnable. Notamment, et on peut le voir avec le procès d'Ultia, même s'il a pris du temps et c'était compliqué pour elle, malheureusement. On n'est pas écouté dans le sens où on va porter plainte, mais la police, malheureusement, va laisser, il y a trop de plaintes, ça prend trop de temps, et c'est pas pris encore assez en compte. De façon plus générale, quel est votre rapport à la célébrité, d'être aujourd'hui une personnalité connue sur Internet et même au-delà d'Internet? C'est toujours bizarre d'être connue parce que moi, j'ai toujours l'impression d'être la moi avant. En grandissant je fais d'autres choses, des nouvelles choses, j'aime bien dire dans ma vie que j'ai plein de petites quêtes secondaires sur ma quête principale de vie. Et là, on est sur une super quête secondaire. C'est génial, on s'éclate. J'aime bien, je me rends pas compte de la célébrité et c'est pas quelque chose qui est très intéressant pour moi d'être célèbre ou reconnue dans la rue. C'est pas ça qui m'intéresse dans mon métier. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le partage, m'éclater. C'est toujours évidemment flatteur pour l'ego, qu'on nous reconnaisse, qu'on nous dise des choses gentilles. Mais ça me fait toujours bizarre. J'ai une anecdote là-dessus qui est assez drôle. J'étais en festival à un moment et je suis avec des amis qui ne sont pas forcément dans ce milieu-là. Et on me dit « Ah Barbara », parce que des gens savent comment je m'appelle. Et en fait, j'ai eu un bug pendant 5 minutes en mode « Mince, je me rappelle pas de cette personne, je sais pas qui c'est, où est-ce que je l'ai croisée ». Et en fait, elle voulait une photo et j'étais en mode « Ah bah oui, c'est vrai que je suis un peu connue en fait ». Et ça m'est arrivé plusieurs fois et ça me fera toujours autant bizarre. Quand les gens viennent me demander une photo, des fois je peux paraître surprise parce qu'en fait j'oublie. Je suis là dans ma quête principale, je dois aller faire mes courses, je suis en oversize, je dois faire mes petits trucs. Donc ça me dérange pas d'être connue, mais c'est vraiment pas le truc qui m'intéresse le plus. Évidemment, il y a des côtés négatifs et c'est compliqué, mais c'est comme dans tout métier, il y a des côtés négatifs, tout comme il y a des côtés positifs. Et justement, vous êtes assez présente sur les réseaux sociaux aussi, sur vos comptes de réseaux sociaux, mais en même temps, vous restez très discrète sur votre vie privée. Est-ce que c'est aussi un moyen de vous protéger? Carrément. En fait, j'ai déjà beaucoup de choses qui appartiennent aux gens et je leur donne sans problème. Et je partage ce que j'ai envie de partager. Mais je pense qu'il y a des choses qui doivent rester privées parce que malheureusement, même si ma core communauté est adorable, parce que j'adore ma communauté, ils sont trop mignons, il y a des gens malveillants qui existent et qui vont vouloir s'approprier plus que de raisons, peut-être un couple, peut-être des amitiés, et même j'ai envie de protéger les gens autour de moi. Donc je ne veux pas forcément montrer tout le monde. Personne n'a vu ma maman, personne ne voit mon petit frère, et ça je ne veux pas. Même eux ne veulent pas. C'est des choses que ma communauté respecte, et si on nous croise dans la rue, jamais ils vont prendre une photo avec eux. Mais je pense que c'est important d'avoir un jardin secret. Pour vivre heureux, vivons cachés, c'est un adage pour moi qui est quand même assez réaliste. Et je pense que c'est déjà assez compliqué d'avoir une vie privée et de gérer ses propres problèmes. C'est pas pour que ça appartienne à des millions de gens qui vont eux-mêmes donner un avis dessus alors qu'ils ne connaissent pas. C'est difficile parfois? Ça peut être difficile. Moi, je sais que moi, je suis actuellement célibataire. Je date personne parce que j'ai peut-être ce petit côté de « Ah, mais si la personne, elle me connaît beaucoup » et avec les stalkers que j'ai vécu, malheureusement, ça rend un petit peu paranoïaque, c'est normal. Donc,
je me protège aussi beaucoup et je suis très timide dans le dating en plus, donc ça va pas aider. Mais ouais, c'est pas facile parce que des fois, on se dit, ah, mais si je rencontre cette personne, est-ce qu'elle va être biaisée parce que je suis Magla? Moi, je veux qu'elle rencontre Barbara. Et inconsciemment, parfois, ça peut faire du jeu de pouvoir parce que les gens vont avoir tendance à hiérarchiser selon la célébrité, alors que je suis juste comme vous. Enfin, je suis la même personne, en fait. Juste, je fais des bêtises devant des millions de personnes et c'est rigolo et ça fait rire. Et moi, j'ai toujours un petit peu peur, justement, de cet abus de pouvoir, de ce biais. Et donc, ouais, ça biaise un petit peu les relations. Pardon, je vais refaire. Ça biaise un petit peu les relations, malheureusement, même amicales. Donc ça, c'est peut-être le point négatif, ouais. Je vais m'adresser à Magla, la chef d'entreprise. Oh, waouh. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça implique? Vous avez une équipe qui travaille avec vous. Voilà. C'est quoi la Magla production? Alors, j'ai une équipe autour de moi qui est géniale, que j'adore, que j'ai mis des années à faire. Et c'est bien parce qu'on se connaît très bien, du coup. Mais en gros, moi, au niveau de mes concepts, je vais travailler avec une équipe assez restreinte, d'une dizaine maximum de personnes. Donc on va avoir des créatifs, on va avoir de la direction artistique, j'ai mon agente, je suis dans une agence également, donc chez Bump. Et en fait, ça va être tout un écosystème autour. Moi, j'ai mes directives, j'ai mes envies et j'ai appris à déléguer. Parce qu'avant, je faisais beaucoup tout toute seule et ça, c'est absolument impossible. On ne peut pas avoir toutes les casquettes, même si on a envie de le faire, pour pouvoir me libérer de l'espace mental, parce que je reste une créative. Parce que je crée des choses, des concepts, j'écris. Et à côté, je fais de la gestion d'équipe. C'est un métier, en fait, qui est très compliqué parce que vous avez plein de casquettes différentes et vous n'avez pas envie de déléguer. Donc, il faut savoir le faire. Mes créatifs, par exemple, je dis mais comme s'ils m'appartenaient, mais pour mieux comprendre, on va, encore hier, on était en réunion après un énorme shooting jusqu'à 20h, on était en réunion jusqu'à minuit pour travailler sur les nouveaux concepts. Donc je vais avoir des envies, on va faire des rebonds d'idées, mon bras droit va tout écrire, elle va avoir également des idées, et en fait, on va ensuite emmener ça dans une boîte de production qui eux-mêmes vont avoir des idées, vont me proposer. En fait, quand on est créateur, on va avoir chacun notre écosystème. Moi, la façon dont j'ai de gérer les choses en tant que chef d'entreprise n'est pas la même manière que Squeezie va le gérer, que MXM. On a tous notre petit écosystème autour. Moi, j'aime être contrôle fric. C'est mon problème principal. C'est que j'aime avoir la main sur chaque petit sujet parce que j'aime que tout soit léché, que sur une vidéo, par exemple, en amont, je veux que chaque détail soit pris en compte, qu'il y ait un bel étalonnage, que ce soit ma patte, que la direction artistique soit un peu Y2K, un petit peu dans le chrome, un truc un petit peu différent. Quand on regarde, on se dit « Ah, c'est Magla ». On gère aussi des shootings à côté parce que j'adore la mode. Pareil, toute la direction doit être gérée avec des moodboards, avec des stylistes, etc. Donc en fait, on coordonne tout avec, on va dire, moi en maison mère. Et vous avez plein de petites branches que je vais avoir, où je vais porter un œil, où je vais faire confiance et où ça va travailler sur différents sujets. Et en parallèle, du coup, on se fait des grosses journées d'une bonne dizaine d'heures, on s'éclate et puis on ne s'arrête pas, quoi. Pour bien comprendre, pour des gens qui ne connaîtraient pas forcément comment fonctionne une chaîne YouTube ou une chaîne Twitch, donc vous travaillez avec une équipe, du matériel. Comment vous financez vos projets? Et c'est quoi les principales sources de financement pour financer un projet comme ça? Alors, bien sûr, moi je parle pour moi parce qu'on a tous un fonctionnement très différent. Mais en général, le modèle, c'est on a une vidéo YouTube, donc on va pitcher le projet, on va pitcher le concept. En général, on fait une belle, jolie présentation pour les commerciaux. J'envoie cette présentation à mon agente qui les envoie aux commerciaux et qui vont aller démarcher des marques, qui vont vouloir peut-être se placer soit sur ce qu'on appelle une vidéo dédiée. Donc on va avoir un placement de produit du début jusqu'à la fin qui va être intégré. Et moi, j'adore justement parler avec les agences pour intégrer, que ce soit pas non plus trop commercial, que ça ne grignote pas trop mon contenu parce que c'est pas pour ça que je fais mon métier. Ou alors ce qu'on appelle une intégration qui peut avoir une durée de 60 secondes jusqu'à 90 secondes qui va être payée, donc c'est un slow publicitaire où on va l'intégrer avec un script d'une manière qu'on veut. Donc moi j'aime bien faire un petit peu d'humour ou alors des choses un petit peu plus facecam. On a souvent, je dirais pas une main libre, mais on peut discuter avec l'agence et voir si ça nous convient. Et donc là on place des placements de produits et ça nous permet de payer les productions. Sur un concept comme Dress to Impress, on a des placements de produits qui nous permettent d'amortir du coup les coûts de production. Sur le dernier, par exemple, ça m'a amorti 70% du coût de production général. Le reste, je vais peut-être faire des OP, donc c'est ce qu'on appelle des sponsors sur Instagram. Je vais mettre un petit peu de côté, je vais faire des économies et je vais investir dedans. Après, il y a ce qu'on appelle les AdSense, qui sont donc l'argent qui est donné par les régies publicitaires qui vont placer des publicités sur la vidéo.
Donc en fait, il y a toute cette petite façon-là, sur YouTube en tout cas, de pouvoir payer des projets, que ce soit des plus grosses productions ou des moins grosses. Moi, je sais que je mets beaucoup de côté. Pour mes premières vidéos YouTube, je voulais absolument faire une grosse production. Moi, j'ai pris mes économies et puis c'était pas du tout sponsorisé ni rien, mais on s'est dit on va tenter. Et pour la suite, justement, est-ce que vous allez regarder pour faire peut-être des plus grosses productions? On a vu pas mal de grosses productions ces derniers jours, ces dernières semaines arriver sur YouTube. Je pense à Stop the Train de Squeezie, dans lequel vous apparaissez. On vous voit tirer sur une cible mouvante, d'ailleurs. Très mal, d'ailleurs. On a vu le terminal de Michaud. Est-ce que vous aussi, c'est quelque chose vers lequel vous souhaitez vous tourner, faire comme ça un concept très gros ou pas forcément? Alors, oui et non. Pour le moment, j'aime bien ce rythme d'avoir tous les podcasts par mois. Ce qui va arriver également, c'est que je vais avoir des concepts un petit peu plus moyens en termes de coûts, tous les mois. Et des grosses productions à l'adresse To In Press et Jurcie à toi qui prennent déjà quand même pas mal de financement tous les 2-3 mois. Pour le moment, c'est un modèle que j'aime bien et réussir à avoir plus de vidéos par mois me plairait. Donc déjà, on va essayer de se stabiliser là-dessus. Sur un futur, j'ai des gros projets qui doivent arriver. Est-ce que ça va être des vidéos aussi grosses que Stop the Train ou Terminal? Je ne sais pas encore. En tout cas, la Magla du présent n'est pas encore là-dessus. Peut-être dans le futur, oui. Avoir quelque chose en mode grosse émission télé, ça me plairait. Mais ça reste que de l'hypothèse pour le moment. En tout cas, moi, j'aime bien actuellement ce qu'il y a. Vous avez parlé d'émissions télé. Est-ce que vous souhaiteriez aller vers d'autres plateformes, voire d'autres médias, la télé peut-être ou d'autres? Est-ce que c'est quelque chose que vous regardez? Franchement, pourquoi pas? Je trouve qu'il y a souvent de bonnes idées et il ne faut pas non plus cracher dans la soupe. J'ai grandi avec la télé. J'ai grandi avec des émissions télé, etc. J'aime plus Internet, désolée la télé. Mais on vient quand même de là et je pense que ce sont deux univers qui peuvent complètement se croiser et on peut chacun apporter à l'autre. Ce sont des médias qui sont regardés par des populations différentes. C'est très différent au niveau des codes. Moi, j'aime plus la liberté de YouTube et de ma propre plateforme parce que je peux m'éclater et avoir mes codes à moi. Mais je pense que, pourquoi pas dans le futur, faire un peu de télé et avoir une émission qui correspond à mes codes et qui correspond à une vision que j'ai sans me brider, pourquoi pas, je reste ouverte. Et le cinéma? On vous a vu dans Bref 2. Ça, c'est un rêve caché, ça. Le cinéma, j'aimerais énormément. Quand j'étais ado, je voulais faire de l'acting, de la chanson. Enfin, c'est des choses qui m'attirent énormément, comme beaucoup d'enfants. Et j'ai un petit peu trouvé ça justement avec mon métier qui a, comme je disais, plein de casquettes. C'est pour ça que je m'éclate, c'est que je peux faire autant de la création de contenu, je peux parler, je peux faire un petit peu d'acting. J'ai plein d'opportunités qui fait que je peux grappiller un peu partout et m'éclater. Donc je m'amuse. Si un jour on me propose un rôle au cinéma, j'adorerais. Je vais pas mentir, ce serait quelque chose que j'aimerais énormément et encore plus dans le cinéma d'horreur. Ça me passionne. Je suis très cinéphile au niveau du cinéma d'horreur. Donc j'adorerais ça, mais je pense que je prendrais des centaines et des centaines d'heures de théâtre, de cours, etc. parce que je voudrais pas arriver et juste faire du star talent. Il y a aussi une autre partie de votre activité qu'on n'a pas encore évoquée, c'est la mode. Enfin, on en a un petit peu parlé, mais je voulais évoquer le fait que vous avez défilé pour L'Oréal. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça et comment vous en êtes arrivé à défiler pour L'Oréal? Bien sûr. Du coup, le défilé L'Oréal, pour recontextualiser un petit peu, qui s'appelle Walk Your Worth, c'est un défilé qui fait souvent soit le début, soit la fin des Fashion Week en septembre-octobre et qui célèbre la femme. Qui célèbre toutes les femmes parce que malheureusement, il y a souvent un seul type de femme qui peut défiler. Et avec ce défilé-là, on célèbre toutes les femmes en général, de tout poids, de tout physique, de tout horizon, etc. Et on m'a proposé il y a 2 ans de le faire, donc j'ai pleuré, hein, je ne vais pas mentir, j'ai complètement pleuré parce que c'est quelque chose qui m'attire énormément. Et la cause également, elle est importante. Ils ont également, comment on appelle ça? Ils ont un programme justement contre le harcèlement, le cyberharcèlement. Donc ce sont des causes qui me touchent et qui sont importantes pour moi. Donc évidemment, j'ai accepté. J'avais une appréhension parce que je n'ai jamais appris à défiler. Mais le but sur ce défilé, c'est pas d'être un mannequin. Si j'ai envie de défiler en dansant, j'ai le droit. Si je veux défiler en faisant coucou, en souriant, j'ai le droit. Et c'est ce que j'ai aimé. Mais en même temps, il y a quand même cette composante mode parce qu'il y a les essayages, les fittings, il y a des créateurs, il y a tous des tableaux, c'est un vrai défilé de mode. Donc on m'a proposé, ils m'ont repéré parce que j'ai commencé à ouvrir de plus en plus mon contenu à la mode et à la beauté. Comme je disais juste avant, je me suis plus féminisée et je me suis plus acceptée moi. D'ailleurs, je reviens là-dessus, c'est assez marrant parce que j'ai souvent cette critique de « Ah, elle a changé, c'est plus la même, etc. » alors qu'en fait, j'ai jamais été autant moi qu'aujourd'hui. C'est juste que je le montrais pas et je le cachais par peur des critiques. Donc au final, ça fait sens. Le défilé fait sens parce que c'est quelque chose qui était enfoui au fond de moi et la Barbara qui avait 15 ans voulait ça, mais elle n'osait pas le montrer.
Donc j'ai plus montré de la mode, plus de la beauté, j'ai plus voulu casser les clichés. Et ce qui les intéressait aussi, c'était une streameuse de jeux vidéo qui pouvait aussi faire de la beauté pour montrer, hey, en fait, regardez, on n'est pas dans le cliché du geek puant, si je peux me permettre, qui est là, boutonneux, etc. En fait, les gens qui jouent aux jeux vidéo sont des gens comme vous et moi. Vous regardez Henri Cavill, qui est quand même un beau gosse, qui joue aux jeux vidéo. On est là pour casser les codes et les clichés. Et je pense que c'est ce qui leur a plu, qu'ils m'ont proposé pour ça. Et donc, je suis revenue sur la deuxième édition. Et c'était génial. Pour rebondir là-dessus, est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ou quelque chose qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes justement libéré sur cette question, comme vous disiez, par rapport à votre féminité? C'est une bonne question. Je pense que j'ai eu un moment dans ma vie personnelle où ça a été très dur, que j'ai pas partagé sur les réseaux ou quoi que ce soit, justement les jardins secrets, et où j'ai beaucoup remis en question qui j'étais et comment j'étais. Et je me suis rendu compte que j'avais plus envie de me cacher et j'avais envie de vivre pour moi, de faire du bien autour de moi évidemment, parce que je trouve que c'est important et je pense que tout est régi par l'amour en général. Et je m'étais rendu compte qu'en fait je m'aimais pas et que je m'aimais pas assez et que je pouvais pas aimer les autres si je m'aimais pas. Du coup j'ai fait une énorme période d'introspection où je me suis dit ok, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'aime. J'avais pris aussi beaucoup de harcèlement et je me suis dit mais en fait j'en ai marre que les autres régissent ce que je veux moi et ce que j'aime, et je vais arriver à 25-26 ans et en fait je fais pas ce que j'aime. Je fais ce que j'aime sur Internet, mais c'est pas moi à 100%. Les gens me connaissent pas comme je suis dans la vraie vie. Donc j'en ai marre de pas montrer ça, j'en ai marre de pas montrer que j'aime autant le maquillage ou quoi que ce soit. Peut-être que je vais prendre du harcèlement en leur montrant qu'en fait ça aussi j'aime. Et tant pis en fait. Je crois que j'ai eu un trop plein de choses dans ma vie personnelle et professionnelle qui sont arrivées au même moment, où je me suis dit j'ai envie de tout envoyer balader et vous me prenez comme je suis, et si vous voulez me harceler, harcelez-moi, je m'en fous. Est-ce que vous avez le sentiment que parfois sur Internet, les créateurs et les créatrices de contenu quelque part jouent un rôle, ou en tout cas essaient de coller à l'image qu'on peut parfois leur prêter? C'est un peu ça aussi qui vous gênait? Non, je dirais pas ça. En tout cas, je sais pas pour les autres, parce qu'on gère un peu tout différemment et je les connais peut-être pas assez pour ça. Je pense qu'on peut avoir, en tout cas en tant que femme, donc je parle que pour les femmes parce que je ne suis pas un monsieur, on peut avoir cette tendance à se cacher et à avoir peur de trop prendre la parole, de trop prendre l'espace, de parler trop fort, de pas assez parler. On est beaucoup en questionnement et remis en question en tant que femme. Du coup, oui, je pense que ça, c'est sûr qu'on a tendance à se remettre en question là-dessus et à pas être nous à 300%. Et je pense qu'on devrait l'être. Même si c'est super compliqué, parce que vivre un cyberharcèlement, on le vit toutes très différemment. Et je suis personne pour dire, non, mais sois toi-même, prends ton harcèlement et vis. Jamais de la vie, je conseillerais ça à une femme. Je conseillerais toujours, fais ce qui est le mieux pour toi, mais t'empêche pas de vivre parce que des gens veulent t'en empêcher. Après, c'est facile à dire, parce que vivre un cyberharcèlement, c'est tout aussi difficile que de vivre un harcèlement physique à l'école. Ou dans la vraie vie. Donc je pense que des gens s'en empêchent, et notamment des femmes, parce qu'on a peur d'être jugé et parce que il suffit de voir les commentaires quand on apparaît sur une vidéo, c'est « Ah, elle est là, c'est qu'un quota, elle sert à rien, on est réduite à notre vagin. C'est une femme qui est là », alors que non, c'est une créatrice super, elle a un prénom, elle fait ce genre de contenu, elle est merveilleuse. Vous continuez à regarder les commentaires? Moyen. Non, en fait, je vais regarder les commentaires de ma communauté, parce que ça peut être constructif sur des sujets comme le concept « Ah, j'aime pas trop, l'intro est trop rapide, etc. » Bien qu'en général, moi j'ai toute ma core team qui est là pour me dire « Ah non, là on fera différemment, etc. » Et c'est notre vision à nous. Mais je regarde plutôt les commentaires de ma commu parce que je les aime beaucoup et je les trouve intéressants, et ils vont pas être dans la méchanceté, le harcèlement. En fait, c'est pas une famille parce que ça fait très toxique en mode start-up, mais je sais pas, c'est un cocon. Et moi, j'ai trouvé mon cocon avec Internet, là où j'étais malheureuse dans la vraie vie. Internet m'a donné du bonheur avec cette communauté-là. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer les choses, et surtout d'où ça doit venir? Est-ce que ça doit venir d'une mobilisation de la part des autres créateurs de contenu masculin qui doivent plus prendre la parole là-dessus? Est-ce que ça doit venir du monde politique? Est-ce que ça doit... C'est vaste comme question. Ouais, c'est vaste et c'est compliqué. Je pense qu'évidemment, déjà, au niveau de la politique, on doit avoir des lois qui doivent plus prendre en compte le cyberharcèlement et la condition des femmes, des sites, etc. Moi, j'ai beaucoup parlé par mail, du coup, avec des personnes dans le gouvernement pour faire fermer des sites, et qui, malheureusement, n'ont pas pu les faire fermer parce que VPN, parce que pas hébergé en France, et la loi est beaucoup plus compliquée que juste « Bonjour, il faut faire fermer ça, faisons une loi ». Ça prend des mois et des années. Donc, je pense que déjà, il faut que ce soit pris en compte et écouté. Et ça commence, mais ça prend du temps, notamment avec l'intelligence artificielle et les deepfakes. Quand moi, à l'époque, j'ai fait mon tweet, l'intelligence artificielle n'était pas aussi poussée. Aujourd'hui, vous pouvez avoir mon corps qui est refait, mais ultra bien. J'ai des gens qui m'envoient des messages des fois en me disant « Oh, il y a une nude qui a fuité ». Impossible. Et je sais que c'est un faux truc, et ça se fait avoir.
c'est très bien fait. Ma voix peut être refaite parce qu'il y a une banque de données de ma voix avec Internet qui est phénoménale, mais trait pour trait, il y a des gens qui se font avoir avec des fausses pubs où ça reprend ma voix. Ça doit être légiféré parce que ça évolue très vite et malheureusement, la loi évolue trop lentement par rapport à ça. Je pense également qu'en tant que créateur, c'est important de prendre la parole pour les femmes, de mettre plus de femmes dans les contenus pour habituer les gens à avoir plus de femmes. Parce que quand on met, si je mets qu'une seule femme dans un contenu, ça met une minorité et du coup on va fixer sur la minorité en disant ah mais il y a une femme et du coup on va la regarder. Alors que si on en mettait un peu plus, il y aurait plus ce problème-là. C'est pour ça que sur Dress to Impress, je suis contente de mettre une parité exacte et ça je mets un mot d'ordre pour ça. Ou du coup on peut mettre aussi des créatrices qui sont un peu plus petites parce que ça peut être difficile aussi pour elles d'arriver dans un gros contenu où on est trois, on se connaît bien et je sais parce qu'en tant que créatrice j'ai eu ça où t'es impressionnée, ça parle fort, il y a du monde, etc. Sur un contenu comme Dress to Impress, on est 10, et bah, ça va pouvoir se monter vers le haut et ça c'est important pour moi, chacun au montage a un moment où il brille. Et ça je trouve ça trop important. Donc je pense que ouais, c'est important d'amener plus de gens, de montrer de nouvelles personnes et en tout cas, le truc principal c'est écouter les créatrices, relayer leurs paroles, croyez-les. Ça déjà c'est pas mal. Est-ce que vous avez déjà eu marre de Twitch, de la création de contenu sur Internet? Est-ce que vous vous êtes déjà dit « Ok, c'est bon, j'arrête, je vais faire autre chose ». Ce serait mentir de dire non. Évidemment, j'en ai eu marre parce que, à cause des harceleurs, en fait. Non pas par le métier, parce que comme je l'ai dit avant, je suis chanceuse, j'aime mon métier et si demain ça s'arrêtait, bah, je serais un peu triste, mais en fait, je vis une aventure qui est folle. Donc ça, c'est pas le sujet où j'ai envie d'arrêter et je m'éclate. Mais à un moment où sur Twitch, tous mes harceleurs viennent de là, parce que j'ai eu le malheur de leur répondre une fois en live. Mais en fait, c'est des pseudos, je ne peux pas savoir que tu vas me harceler, me stalker et penser que tu es en couple avec moi. Donc, il y a eu une période où j'ai eu un rejet de Twitch, parce que je me suis dit, mais si je lance le live, est-ce que mon harceleur va être là ? J'avais un blocage qui peut paraître stupide pour les gens qui vont regarder peut-être, mais il y en a un qui m'appelait Madame Magla. Et c'est bête, mais en fait, je l'avais identifié à ça. Et un jour, je vois sur mon chat quelqu'un qui dit Madame Magla. J'ai eu un PTSD, blocage, parce que le harcèlement que je prenais avec cet homme était vraiment violent. Il écrivait mon nom avec son sang, enfin, c'était vraiment hardcore, sans rentrer dans les détails. Du coup, j'ai eu un blocage et je me suis dit, oula, je suis plus moi en live, j'ai peur, je suis pas bien. Est-ce que je devrais pas arrêter parce que est-ce que mon travail, je partage juste ma passion, j'existe juste. Est-ce que ça vaut le coup d'être aussi mal quand je fais un live ? Du coup, j'ai ralenti et c'est à ce moment-là que j'ai lancé YouTube, où j'avais besoin d'une plateforme où je ne suis pas obligée de lire les commentaires, où j'ai une distance. Il n'y a pas de parasocial tant que ça sur YouTube, en tout cas venant d'une streameuse. Je vous jure, il y a moins de parasocial sur YouTube. Du coup, j'ai eu besoin de ça et YouTube m'a permis de mieux aimer Twitch. Est-ce que dans un monde parallèle, si vous n'aviez pas fait Twitch, YouTube, vous auriez été quoi, profileuse, c'est ça ? Vous savez que j'adore cette question parce que je la pose souvent en ce moment sur mes émissions sur l'effet papillon. L'effet papillon me passionne, la théorie du chaos et tout. Et je me suis beaucoup posé cette question du coup. Si j'avais eu mon alternance pour mon master, j'aurais pas été streameuse. Et je pense que je serais très certainement soit partie sur un doctorat pour étudier le comportement en général des gens sur Internet et des consommateurs sur Internet, parce que je trouve ça ultra intéressant. On a Internet qui nous permet d'avoir une étude de masse d'une population. Et je peux identifier ça sur plein de types de populations différentes pour comprendre comment ça fonctionne. Là où avant, c'était des panels dans la rue, etc. Enfin, Internet est un terrain de jeu pour ça, c'est trop intéressant. Donc, soit je serais partie là-dessus, soit j'aurais pété un câble et je serais dit « Ah, l'éco-gestion, c'était cool. J'ai envie d'être profileuse parce que ça m'intéresse grave. » Donc, soit l'un, soit l'autre. Merci beaucoup. Mais merci à vous. J'ai juste une question. Pardon. Tout à l'heure, vous avez dit j'ai trouvé mon cocon avec Twitch, enfin avec votre communauté, chose que vous n'aviez pas dans la vraie vie. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Quand je dis que j'ai trouvé mon cocon avec Internet en général, c'est dans la vie, j'étais quelqu'un de très timide, de très introverti et je trouvais pas ma place, je savais pas qui j'étais, je me connaissais même pas moi-même. Même si j'ai vécu de très belles choses avec ma famille, j'ai eu beaucoup de galères dans la vie perso. Et je me suis beaucoup cherchée, j'ai été très triste aussi dans la vie professionnelle parce que je trouvais pas ce que je voulais. Donc souvent quand on en parle aussi en live, je sais à quel point les gens peuvent être tristes de pas trouver ce qu'ils aiment. J'ai passé des soirées et des soirées à pleurer parce que j'aimais pas mon travail, parce que je rentrais, j'étais malheureuse. Et parce que je trouvais pas des gens comme moi, je trouvais pas les miens. Et trouver Twitch, c'est un endroit un peu réconfortant à l'époque pour moi parce que j'étais dans une vie perso très compliquée, j'avais pas ma place.
J'avais personne pour partager ce que j'aimais et je me rappellerai toujours de ce premier live où j'ai commencé à parler de films d'horreur j'ai beaucoup de soucis d'hyperactivité donc je peux partir dans plein de sens très différents. Et en fait on a parlé pendant 4 heures avec des viewers de films d'horreur, de jeux d'horreur, de trucs deep, puis on a fait des blagues, puis on a fait n'importe quoi. Et je me suis sentie moi pour la première fois de ma vie, pas à 300% parce que bon, je prenais des trucs bizarres par rapport au fait d'être une femme, mais je me suis beaucoup plus sentie moi à ce moment-là et Twitch et Internet m'a permis de grandir et j'ai grandi avec eux. Donc j'ai vraiment une attache particulière, même à la commu. Il y a des gens qui sont là depuis 8 ans. Ça me rend toujours folle de ça. Je me dis mais vous n'en avez pas marre de moi? Pourquoi vous êtes là les gars? Enfin, moi j'en aurais marre à force. Et il y en a qui viennent et je me rappelle de leurs pseudos et ça j'adore aussi. Je peux citer des pseudos là actuellement de gens qui sont là depuis 8 ans. Et je trouve ça beau et je pense qu'on peut se focus beaucoup sur le fait que Internet soit quelque chose de très malveillant et difficile pour les femmes. Et c'est vrai, c'est difficile. Et d'un autre côté, je pense qu'il y a aussi de très belles choses. Je pense par exemple aux événements caritatifs où on fait de très très belles choses. J'ai trouvé les miens. Grâce à ça, je peux faire le bien pour ça. Comme j'ai dit un peu plus tôt aussi, pour moi, ce qui régit ma vie, c'est l'amour. L'amour en général. Quand je suis sur Internet, c'est mon terrain de jeu pour propager de l'amour pour les gens. Parce que je trouve ça beau et parce que je sais qu'on ne l'a pas tous. Comme moi, il y a un moment où j'aurais aimé qu'on me donne cet amour-là. La moi de 15 ans aurait aimé peut-être avoir une Magla. Je pense que je suis sur Internet la grande sœur que j'aurais voulu avoir pour les gens. C'est bon. C'est une très belle conclusion. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous êtes même la mère des chippies, c'est ça? Je suis la mère des chippies, oui.